Vous écoutez François Renaud, sexologue et psychothérapeute, créateur du programme Raviver le désir sexuel. Aujourd'hui au podcast, on va parler de haine, de ressentiment, de vengeance et de sadisme dans nos couples. Vous écoutez le podcast Raviver le désir. On est toujours un peu surpris de parler de haine quand on fait référence aux relations amoureuses ou de même mettre en fait amour et haine ensemble. Mais en réalité, l'amour est sur le même spectre que la haine. On est souvent surpris parce qu'on voit ça comme deux choses, deux forces complètement opposées, quand en réalité, un ne va pas nécessairement sans l'autre. Et apprendre à bien gérer sa haine, son irritation, sa vengeance, son ressentiment envers son partenaire, ce sont des éléments clés, en fait, pour avoir non seulement une relation amoureuse satisfaisante, mais aussi des relations sexuelles épanouissantes. Donc, pourquoi est-ce que la haine fait aussi ou autant partie de nos relations amoureuses, malgré qu'on veut le nier? Eh bien, quand on vit avec quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, qui est significatif pour nous, nécessairement, cette personne-là va avoir des différences à notre égard. Des différences qui vont être parfois minimes, parfois majeures et même parfois fondamentales. Et ces différences-là nous mettent ou nous confrontent en fait dans qui nous sommes en tant que personne et notre partenaire fait en sorte aussi qu'ils vont faire des choix contradictoires à ce que nous on va avoir et ne répondront pas nécessairement toujours à nos besoins. Ça amène de la frustration, de l'irritation, du ressentiment et potentiellement, et dans bien des cas, éventuellement aussi de la haine. Cette haine, c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure qu'on connaît quelqu'un. Donc, généralement, on ne ressent pas tant ce genre de sentiment-là au début d'une relation. Donc, ce sont souvent des gens qui sont ensemble depuis plusieurs années, donc 7, 10, 15, 20, 25 ans de plus. Et puis, ces sentiments-là se sont cristallisés, se sont construits au fur et à mesure qu'on a vécu des déceptions, des frustrations à répétition avec notre partenaire. Bien des gens vont peut-être immédiatement dire: ah non, moi je ne sens pas ce genre d'émotion-là envers mon ou ma partenaire, on est bien en amour, je peux peut-être vivre de l'irritation puis de la frustration, mais pas vraiment de la haine. C'est là en fait que ça peut être particulièrement dangereux de nier ce genre d'émotion-là qu'on peut avoir envers notre partenaire, parce que c'est là en fait qu'on va justifier nos comportements qui sont malsains, qui sont néfastes, au nom en fait que on est en amour puis c'est pour le bien de l'autre personne, ou en fait on va se sentir tout à fait justifié de faire ce genre de comportement-là parce qu'on s'est senti par exemple blessé, parce que l'autre a agi d'une certaine façon ou a fait quelque chose qui est venu nous chercher, et donc après ça on se sent tout à fait justifié d'agir d'une telle façon. C'est difficile de s'admettre en fait qu'on a de la haine pour son partenaire à certains égards. Évidemment, on veut qu'il y ait le plus d'amour possible dans une relation, mais c'est quasiment inévitable qu'il n'y ait pas, à certains endroits, dans certaines thématiques, dans certaines sphères de votre relation, un certain degré de haine. Parce que si je suis capable de m'admettre que je vis de la haine envers mon partenaire, ça paraît pas super bien, ça nous donne l'impression on peut-tu vraiment être en amour si on vit de la haine? Hein, s'admettre ce genre d'émotion-là à l'égard d'une personne qu'on vit avec au quotidien et qu'en même temps on aime, c'est un peu contradictoire. Ça vient jouer dans notre perception de l'amour, où ce que tout se passe bien et on est toujours agréable, etc. Mais aussi, il faut être capable de s'admettre, une fois qu'on l'admet pour nous-mêmes, que notre partenaire peut aussi avoir de la haine à notre égard. Et donc, ça peut être aussi ou même plus confrontant parce que là, je dois en fait reconnaître que mon partenaire n'aime pas des choses de ma personne qui sont peut-être fondamentalement importantes ou auxquelles je m'identifie. Et donc, quand je suis capable en fait de tolérer, d'accepter qu'il peut avoir à certains moments et certains égards de la haine et que j'agis en fait sur cette haine-là par des comportements qui sont néfastes, je peux donc identifier ces comportements-là et m'arrêter de les faire. Mais si je suis dans le déni que ça se passe, ou que je le fais, ou que mon partenaire le fait, eh bien, je vais excuser mes comportements
ou je vais excuser aussi des comportements qui peuvent être haineux à mon égard provenant de mon ou ma partenaire. Tandis que quand que je m'ouvre les yeux et que je vois réellement les intentions euh, euh, de mon partenaire ou de moi-même, eh bien, je peux aussi réaliser l'impact que ces choses-là vont avoir. Et comme on peut avoir de la difficulté à s'admettre ce genre de comportement-là à son égard ou à l'égard de l'autre personne, eh bien, on ne voit pas en fait les impacts subtils que ça peut avoir. Généralement, en fait, on va trouver en fait les impacts au niveau de la sexualité, tel que vous avez pu le deviner, mais plus spécifiquement au niveau du désir. Quand je vis de la haine ou quand l'autre me fait vivre sa haine, il est difficile dans ces circonstances-là de vivre ou ressentir en fait du désir envers l'autre ou de se sentir désirable. Et donc, si je nie en fait la haine que j'ai, bien, je vais nier en fait les comportements qui se passent, mais je vais quand même vivre en fait les conséquences de peut-être avoir moins de désir pour mon partenaire ou que mon partenaire en ait moins en fait à mon égard. Mais quel genre de comportement est-ce qu'on peut faire en fait qui pourrait être considéré haineux ou dans quelles circonstances est-ce qu'on peut vivre effectivement de la haine et que ça va avoir un impact? Eh bien, à chaque fois qu'on se chicane, hein, puis qu'on va lancer des couteaux bas, qu'on va faire des commentaires désobligeants à l'égard de notre partenaire, qu'on va avoir une précision euh, très significative pour venir peser en fait les boutons de l'autre sur ses insécurités particulières, parce que soit nous, on se sent frustré ou on se sent blessé en fait par le comportement que l'autre personne peut avoir. Donc, si je vous donne un exemple, on peut avoir un partenaire qui a des difficultés érectiles, par exemple, et ce depuis un certain temps. Ce dernier ne va pas vraiment nécessairement chercher de l'aide ou cherche à obtenir en fait des solutions à sa problématique et plus dans l'évitement finalement des causes sous-jacentes qu'ils peuvent avoir. Et donc, n'aborde pas le sujet avec un sexologue, ne lit pas sur la situation, ne va pas parler à leur médecin, par exemple. Et puis, là où le partenaire prend personnel, se sent blessé finalement par le manque d'excitation sexuelle de son partenaire et va en fait avoir des propos à l'égard de l'autre qui se sent potentiellement déjà fragile par rapport à sa sexualité et de pouvoir justement faire plaisir ou exciter l'autre par le manque d'érection. Et donc, les propos dénigrants qu'on peut avoir, soit pendant ou après, en fait, une relation sexuelle, ou même potentiellement même devant d'autres gens. Donc, notre frustration peut nous amener, en fait, à tenter d'humilier, en fait, notre partenaire par rapport à certains de nos problèmes sexuels, par exemple, ou par exemple notre partenaire a moins de désir que nous, on peut les considérer frigides, pudiques, on peut dire qu'ils ont des problèmes, on peut tenter finalement de les humilier face à d'autres personnes. Donc ça, c'est des comportements qui sont motivés par de la haine. Je tente délibérément de blesser l'autre par mes frustrations ou ma propre blessure. Donc, quand on a des conflits aussi, on peut s'insulter, on peut traiter l'autre de toutes sortes de noms. Puis ça, c'est toutes des choses qui vont être euh, générées par la haine. Parfois, les situations sont un peu plus subtiles. Donc, j'ai déjà eu, en fait, puis c'est pas en fait le seul cas, j'en ai entendu d'autres, des hommes, en fait, qui éjaculaient rapidement et puis depuis plusieurs années avaient de la difficulté à maintenir en fait leur niveau d'excitation à un niveau qui ne les amènerait pas trop rapidement à l'orgasme. Et qu'est-ce que ça faisait en fait, c'est que leur partenaire vivait plusieurs frustrations par rapport à ça. Ça créait beaucoup de conflits, beaucoup d'insécurité aussi chez l'autre partenaire, qui parfois, par exemple, pouvait être très contrôlant ou contrôlante par rapport à d'autres sphères de la sexualité ou d'autres sphères de leur couple. Et par vengeance de ces frustrations-là d'avoir un ou une partenaire contrôlante, ne faisaient absolument aucun effort à l'égard de leur éjaculation rapide. Donc, quand ils avaient le désir finalement de se venger, si vous voulez, ben, pendant une relation sexuelle, ils faisaient absolument aucun effort pour se contrôler ou gérer en fait leur montée d'excitation sexuelle. Ils faisaient vivre délibérément en fait de la frustration chez l'autre.
ce qui amenait l'autre à devenir frustré, et d'en retirer une certaine satisfaction finalement d'avoir fâché l'autre personne. Là, vous devez vous dire, mon Dieu, ça doit être tellement des couples complètement dysfonctionnels. Vous seriez surpris que c'est quelque chose qui est beaucoup plus prévalent en fait qu'on peut se l'imaginer. Des fois, en fait, on va faire des cunnilingus ou des fellations de piètre qualité parce qu'on veut juste pas mettre l'effort. On veut faire finalement subir à notre partenaire de la frustration. On peut, par exemple, recevoir toutes sortes de commentaires sur comment toucher, caresser, stimuler l'autre, et on fait délibérément exprès pour ne pas, en fait, satisfaire l'autre parce qu'on est tanné de soi se sentir incompétent et que l'autre nous fasse sentir incompétent, que notre frustration dans d'autres sphères, en fait, de notre relation fait en sorte qu'on veut se venger à ce niveau-là à l'égard de la sexualité. J'ai des partenaires parfois qui vont vivre en fait du désir sexuel, mais ce sont aussi les partenaires qui ont moins de désir dans le couple. Et comme ils sentent souvent de la pression venant de leur partenaire qui a plus de désir et qui sont tannés de sentir cette pression-là, ils sont tannés de se faire mettre dans un coin, de se faire rabaisser en fait par leur partenaire, que même quand ils ont du désir pour leur partenaire ou qu'ils ont du désir, ils vont en fait éviter de susciter la sexualité, d'initier peut-être un rapport sexuel par vengeance, dans le sens que tu ne mériteras pas en fait d'avoir mon désir sexuel parce que tous les autres fois en fait, tu m'as entre guillemets fait chier et donc je vais te faire chier aussi de mon côté en retirant en fait notre sexualité. Donc la sexualité, c'est là où on vit beaucoup de vulnérabilité, qu'on peut avoir beaucoup d'insécurité et c'est facile en fait en tant que partenaire de jouer dans ces sphères-là pour venir en fait blesser l'autre. Puis, si vous avez encore là, de la misère à croire que vous êtes potentiellement capable de faire ça, ou que votre partenaire est potentiellement capable de faire ça, je vais vous expliquer en fait qu'il y a une terminologie en sexologie, en thérapie de couple, qu'on appelle le sadisme marital normal. C'est quoi le sadisme marital normal? Le normal ici, en fait, c'est que c'est tellement prévalent dans les couples que statistiquement, on le considère normal parce que c'est un comportement qui se fait tellement souvent. Évidemment, ce n'est pas sain, ce n'est pas bénéfique pour votre relation ni votre sexualité, mais sa prévalence est tellement importante que c'est normal dans le sens de la fréquence et de la normalité en fait de la chose au niveau statistique. Le sadisme, c'est notre capacité de prendre plaisir à blesser en fait une autre personne et c'est un comportement qu'on trouve généralement dans des couples de longue durée, donc marital. Donc le sadisme marital normal. Donc on va pas normaliser, mais c'est un comportement qui est assez prévalent. À un tel point que quand on a en fait créé le diagnostic de sadisme dans le livre de diagnostic de santé mentale, on a exclu en fait le comportement de sadisme des relations conjugales parce que c'était tellement prévalent. Et c'est quelque chose qu'on doit régulièrement travailler en thérapie de couple, surtout dans des cas où il y a une baisse ou une différence de désir sexuel importante ou même minime, ou ce que ces frustrations-là qui se sont accumulées au fur et à mesure, en fait, des années, suscitent beaucoup de frustration et la haine bouillonne de plus en plus, vient de plus en plus à la surface et devient de plus en plus intense. Donc, généralement, c'est quelque chose qui se co-construit en fait avec notre partenaire tranquillement, subtilement, et plus en fait on progresse dans cette démarche-là, plus on se sent justifié. Et plus, comme on le fait de façon progressive, on est toujours capable finalement de justifier la dernière fois et d'aller un peu plus loin la prochaine fois, jusqu'à un tel point où à un moment donné, on n'a même plus en fait d'alliance, on n'a plus d'amour, et que les gens, quand ils terminent des relations de façon particulièrement destructive, ben c'est là souvent on va remarquer là, quand les gens se séparent, puis il y a des avocats, puis on veut faire chier l'autre, on veut se venger, ben c'est parce qu'il y avait une haine qui s'est développée. Mais ce n'est pas du jour au lendemain que ça se développe. Donc, c'est fort possible que si vous êtes en couple depuis un certain temps, que vous avez retrouvé en fait quelques soupçons ici et là qui se retrouvent. Donc, parfois, ça ressort comme un peu des banalités, ou ce que je vous donne un exemple de gens que je peux connaître qui ne changeaient pas le papier de rouleau de toilette délibérément, juste pour en fait faire réagir l'autre parce qu'il ou elle n'avait pas fait la vaisselle et l'autre ne faisait pas la vaisselle quand l'autre n'avait pas changé le rouleau de papier de toilette.
Donc, ce sont des exemples qui peuvent être banals, même voire un peu humoristiques. Mais ce désir-là de se venger est assez prévalent dans nos relations pour finalement sortir ou faire disparaître en fait nos frustrations, pour ventiler en fait nos frustrations chez l'autre de façon subtile. Et plus le temps avance, mais plus en fait ces moments-là deviennent de plus en plus significatifs dans la relation et de plus en plus destructeurs. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand ce genre de situation-là se produit? Bien, premièrement, la première étape, comme il y a des choses, c'est de le reconnaître. C'est de réaliser qu'on peut et qu'on a de la haine et que l'autre peut avoir de la haine et comment ça motive certains comportements dans notre relation. Une fois qu'on reconnaît on peut avoir ça, bien, c'est de gérer les émotions quand ils se présentent et s'arrêter avant que le comportement destructeur se produise. Ou, si ça s'est déjà passé, c'est d'être capable de le reconnaître et de faire son mea culpa et de reconnaître aussi en arrière la motivation de ces comportements-là plutôt que de justifier son comportement et de l'excuser, en fait, d'une certaine façon. Nécessairement, il y a quelque chose qui a provoqué cette émotion-là, mais ça ne justifie pas les comportements que cela peut avoir dans notre couple et sur nos comportements. Donc, j'espère que vous allez être en mesure, suite à ce podcast, de reconnaître en fait la présence de la haine, de la vengeance et du ressentiment dans votre relation et que vous allez maintenant, dorénavant, mieux la gérer pour qu'elle ait le moins d'impact négatif sur votre sexualité. Vous avez écouté le podcast Raviver le désir. Je suis François Arnaud, sexologue et psychothérapeute, créateur du programme en ligne Raviver le désir sexuel.